Bonjour, bienvenue à l'Arvor. Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Merci au cinéma aussi de nous accueillir pour cette journée Medby, journée professionnelle organisée par l'association Clair Obscur avec le soutien de Rennes Métropole. Et c'est une journée dans laquelle nous allons découvrir les réalisations de la société de production autour de Minuit, une société créée en 2001 par Nicolas Schmerkin qui nous racontera la fondation et l'évolution de cette société qui fait aujourd'hui des documentaires, des fictions, des clips, de l'animation jeunesse. Le catalogue, vous le verrez, est vaste et varié et témoigne de ce qui se fait dans les deux studios qui sont aujourd'hui installés à Paris et à Angoulême. Distribuer, fabriquer, innover, voici quelques-uns des verbes qui vont rythmer les différents temps de cette journée, des temps composés d'une présentation par les équipes d'Autour de Minuit, à l'issue desquelles à chaque fois vous pourrez interagir avec eux pour leur poser vos questions. Et avant de découvrir le premier verbe de cette journée, ou la série de premiers verbes, qui pourraient être donc fonder, produire, développer, je donne la parole, ça fait un peu ring là, à ma gauche, à Fabrice Bassemont, qui est directeur de Clair Obscur, et à ma droite, à Sébastien Semril, qui est vice-président de Rennes Métropole, en charge de l'économie, de l'emploi et de l'innovation, qui souhaite débuter. Fabrice, Sébastien, Fabrice. On y va. Merci beaucoup. Merci Arnaud pour cette présentation, ce lancement. On est ravis de vous accueillir pour cette 7e édition du Medby, le rendez-vous de l'écosystème de l'image et du son à Rennes. 7e édition qui précède une 8e édition, je peux déjà vous l'annoncer, sauver la date comme on dit, qui aura lieu le 10 février 2026 au 360, un nouveau lieu à Rennes que vous allez découvrir parce que ce sera le nouveau quartier général du Festival Travelling aussi. Et le 10 février, on mettra à l'honneur une société qui s'appelle The Yards, voilà, qui s'installe à Rennes et donc qui est spécialisée dans les effets spéciaux pour le cinéma et l'audiovisuel. On est ravis de poursuivre l'aventure des Medby dès l'année prochaine. Alors, petit contretemps en 2025, puisque du coup ce rendez-vous n'est pas corrélé avec Travelling, mais c'est aussi intéressant de pouvoir avoir ce rendez-vous à la rentrée. Et on vous remercie pour votre fidélité à cette occasion. On est ravis d'accueillir l'équipe de Nicolas Schmerkin d'Autour de Minuit. Pour plein de raisons, mais surtout parce que c'est une société dont on suit le travail depuis près de 25 ans. Vous allez fêter vos 25 ans cette année. C'est juste vertigineux de se dire que ça fait 25 ans que vous existez, parce que vous êtes une société qui incarne l'innovation, le renouvellement des formes et aussi l'impertinence. Et ça, c'est extrêmement important. C'est aussi une société qui, au-delà des questions d'innovation qui, vous savez, nous intéressent et nous interpellent tout au long de l'année, mais particulièrement à l'occasion de ces rendez-vous Medby et des meet-ups qu'on met en place au fil de la saison, on s'intéresse aussi aux questions politiques et aux représentations politiques dans le cinéma et dans le monde de l'audiovisuel. Et c'est vrai qu'Autour de Minuit fait montre d'un dynamisme et renouvelé à cet endroit-là. Et il ne s'interdit pas justement de bousculer aussi les publics, ce qui fait sa force et sa présence sur les écrans, quels qu'ils soient, mais notamment dans les festivals où vous avez récolté un nombre incalculable de prix. Et évidemment, tout le monde a en tête l'Oscar que vous avez reçu avec Logorama, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, puisque vous avez régulièrement des prix et des films présentés dans les plus grandes manifestations dans le monde. Donc je salue le travail de Nicolas, je sais que et de toute l'équipe d'Autour de Minuit, qui est un travail de passionné, et vous allez le découvrir, je n'en dis pas beaucoup plus. Je voulais simplement vous indiquer que la journée, vous avez sans doute le déroulé en tête, mais on se retrouve ce midi au Grand 8. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être sympa aussi d'avoir cette petite pause dans un endroit qui va faire vivre prochainement le quartier sud de Rennes, qui a déjà commencé, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ça va être une vraie découverte, et vous allez voir que c'est un lieu vraiment très sympa à Rennes. Et vous dire aussi qu'à 20h15, on a proposé à l'équipe d'Autour de Minuit de sélectionner une sélection de films. Donc c'est une carte blanche à 20h15 et vous êtes toutes et tous invités à venir découvrir la sélection de films que nous ont concocté Nicolas et ses équipes pour un programme qui va incarner
que j'ai décrit très maladroitement et très rapidement à l'instant, c'est immanquable et vraiment c'est à voir sur grand écran parce que vous allez découvrir des extraits sans doute aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est des films qui méritent l'écrin de la salle de cinéma. Ça me permet de saluer toutes les équipes de l'Arvor qui nous accueillent aujourd'hui, les équipes techniques, les équipes de Clair Obscur qui se sont investies sur cette journée et la direction de développement économique, enfin, de l'économie, de l'emploi et de l'innovation de Rennes Métropole et en particulier François-Xavier Julien qui nous accompagne sur ce projet et nous soutient. Et évidemment, en premier lieu, son vice-président, Sébastien Sembride, à qui je passe la parole sans plus attendre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque année, c'est un réel plaisir d'introduire cette journée de réflexion et de travail, toujours avec ce parti pris de mettre en avant une entreprise créative. Donc, je vous souhaite la bienvenue. On est ravis d'accueillir autour de minuit pour cette nouvelle édition. Là aussi, au risque d'être dans la redite, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais je crois que cet événement que vous organisez est un événement qui est utile à la fois pour la créativité, pour le business évidemment, parce que je crois qu'il faut ne pas nier la réalité d'une économie, mais je pense que plus globalement, c'est utile aussi pour notre propre réflexion citoyenne. On est dans une période de forte turbulence, presque chaotique, à l'échelle internationale. Vous voyez bien ce qui se passe tous les jours presque. La fin du libre-échange, une guerre qui ne dit pas son nom en matière commerciale, en matière économique, en matière technologique, en matière même démocratique. Une situation française institutionnelle pas forcément très stable. À l'échelle européenne, nous sommes également dans une situation de forte inquiétude. Bref, un contexte globalement très anxiogène, très inquiétant, mais au-delà de ça, sans doute une période où il va falloir faire des choix. Et je pense que si, à l'échelle européenne, dans ce vieux continent des droits de l'homme, il est toujours difficile d'envisager une ligne, une cohérence, un intérêt général, eh bien, peut-être que localement, de manière humble, ça tombe bien, nous sommes en Bretagne, nous pouvons peut-être contribuer à apporter quelques réponses, quelques solutions, tout simplement pour les générations qui viennent, parce que, je disais, nous sommes au bord du précipice. Demain, et demain c'est dans quelques années, c'est pas dans 20 ans, on peut se retrouver à avoir finalement l'art, dans toutes ses composantes, travaillé exclusivement par les algorithmes. Et je me dis que peut-être qu'à l'échelle locale, on peut imaginer un contre-pouvoir, une contre-culture qui met en avant tout simplement l'intelligence humaine, l'intelligence de la main, l'intelligence de la créativité et qui favorise l'altérité entre nous. Et même sous les formes les plus impertinentes qui soient, parce que c'est aussi une manière de penser, de pousser à la réflexion. La démocratie est quelque chose de très complexe, parce que souvent on la compare à l'air que l'on respire, et on se dit que finalement c'est un élément qui est consubstantiel de notre vie. Or, on voit ici ou là que cette démocratie est évidemment fragile et qu'elle peut à tout moment être dans les nymphes d'une forme d'extrémisme qui ne dit pas son nom. Et à nous peut-être d'être à la fois en tant que citoyens, mais aussi acteurs économiques aux avant-postes de cette réflexion et surtout de cette action. Et en tout cas, en tant qu'élu de cette ville, avec Nathalie Appéré qui préside aux destinées de ce territoire, on souhaite vraiment inscrire Rennes dans cet esprit presque de contre-pouvoir, de contre-culture, et de faire en sorte que là aussi, l'industrie créative, qui représente une filière économique majeure pour le territoire, se développe économiquement, parce qu'il y a de l'emploi derrière, mais se développe aussi pour offrir une alternative à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc merci infiniment à toutes les équipes de l'Arvor, de Clair Obscur, pour ce travail. Soyez fiers tout simplement de ce que vous faites, parce qu'au-delà de cette richesse créative, vous contribuez finalement à cette alternative qui devient de plus en plus précieuse. Et à nous de tracer peut-être ce sillon, cette troisième voie entre les États-Unis, où les algorithmes sont en passe, y compris de mettre à mal la démocratie dans ce pays, et puis les États totalitaires comme la Russie ou la Chine, qui passent leur temps finalement à venir nous embêter.
soit par leurs produits, soit par leurs attaques. Et à nous, peut-être, là aussi, de proposer quelque chose de nouveau qui allie finalement liberté fondamentale, développement économique, créativité artistique, propriété intellectuelle, bref, des choses qui permettent tout simplement d'envisager l'avenir sereinement et de pouvoir, de manière là aussi humble, léguer à nos enfants et nos petits-enfants une société respectueuse de tous ces éléments. Donc, excellents travaux et merci encore une fois à chacune et à chacun d'entre vous pour le boulot que vous faites. Merci Sébastien Semril, merci Fabrice Bassemont. Et donc j'invite Nicolas Schmerkin à prendre place, donc fondateur d'Autour de Minuit. Vous avez donc créé, je l'ai dit, cette société en 2001 et je vais vous poser une question toute simple. Quelle est son histoire? Pour quelles histoires? Tu peux répéter la question? Quelle est l'histoire d'Autour de Minuit pour raconter quelles histoires? C'est une question, c'est 1 heure de réponse. Ça tombe bien, c'est le temps qui vous est donné. Voilà. Je peux rebondir déjà sur ce que vous avez dit. C'est vrai qu'on a l'impression, enfin moi, je suis le seul rescapé du début de cette aventure. Je vous raconterai un petit peu d'où tout cela est venu, mais effectivement, je pense qu'un des mots, c'est ces combats, en fait, ces films de combat, et même avant de faire des films, Je vais juste vous interrompre pour savoir si vous entendez bien. Est-ce que vous entendez bien? Merci. Donc oui, c'est un combat multiple, c'est un combat parfois pour, faut se battre pour faire des films, faut se battre pour les faire exister, pour rassembler l'argent, pour faire en sorte que les machines et les logiciels répondent aux envies des créateurs, pour ensuite les montrer, les faire vivre, qui est des spectateurs un peu autour du monde et par toutes sortes de moyens. Donc je vais vous raconter un petit peu dans cette première présentation un peu l'historique avec quelques extraits d'œuvres que je considère un peu marquantes dans l'évolution de la société. Ensuite, Nina, qui fait partie de l'équipe distribution, vous parlera dans un deuxième temps de l'aspect distribution, c'est-à-dire de tout ce qui concerne les ventes internationales et justement qu'est-ce qui se passe une fois que le film est terminé, le service après-vente. En début d'après-midi, Chanty vous parlera de comment on développe, on écrit, on conçoit et on fabrique les films. On fait en sorte que ces films deviennent des images qui bougent avec du son. Et dans la quatrième partie, Mario, travaille dans un des deux studios, le studio parisien qui s'appelle ADV Studio, vous parlera plus de la partie fabrication, innovation, notamment avec le logiciel Blender qu'on a adopté assez vite dans notre histoire. Et à la toute fin, je vous présenterai un line-up des projets à venir. Donc là, maintenant, dans cette première partie, je vais me concentrer plutôt sur le passé. Et à la toute fin, vers 17h, vous allez pouvoir voir les projets en cours de développement, en cours de production. Donc Autour de Minuit, je vais commencer par quelques infos assez institutionnelles. Ne lisez pas, c'est juste que je ne sais pas mettre en page. J'ai pris un vieux morceau de PDF. C'est ce qu'on envoie, par exemple, typiquement quand on fait des dépôts de dossiers de subventions ou autres. On présente la société, on peut présenter les équipes. Tu nous as un tout petit peu vieilli. Nos 25 ans, c'est l'année prochaine. Donc, on n'a que 24 ans. Donc, on fêtera nos 25 ans l'année prochaine. J'espère qu'on va les fêter dignement dans 2 des festivals où on va régulièrement, depuis 25 ans, le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand en février, tout début février, et le festival d'Annecy en juin. Donc si jamais vous passez par ces festivals, on va essayer de fêter ça dignement, c'est-à-dire avec beaucoup d'alcool. À boire avec modération. Donc effectivement, la société a été créée en 2001. Le premier film produit a été terminé en 2004. Donc on peut dire qu'on a fêté les 21 ans du premier film terminé, parce qu'il ne s'agit pas de les commencer, ça peut mettre du temps, comme vous le savez, à faire un film. Donc la société, il y a trois gros aspects, comme je disais. Donc il y a la production, la distribution, vente internationale et la fabrication.
Au cours de ces 24 ans d'existence, on a produit énormément de courts, mais aussi de la série et des longs métrages. Et pour chacun de ces formats, du jeune public et de l'adulte. Donc long, court, série, jeune public et adulte. Dès le début, et je vous expliquerai après comment on y est venu, comment j'y suis venu, on s'est assez focalisé sur l'aspect innovation. C'est-à-dire que dès le premier film produit, vous allez voir un extrait, on était dans la recherche de nouvelles manières de raconter et de nouvelles images à fabriquer et à montrer. Ça a toujours été un souci de faire des choses un peu décalées, un peu différentes, plutôt politiques, mais pas que. Enfin, la plupart des films de la première décennie sont plutôt trash, politique, sexy, mais à chaque fois des films un peu engagés, des films de combat, ne serait-ce que essayer de faire ce genre de film un peu différent à cette époque-là, dans un paysage de production plutôt très normé, plutôt orienté vers du film prise de vue réelle assez normé, quoi. Enfin, pas très innovant en tout cas de ce côté-là. Et dès le départ, et je vous expliquerai aussi après pourquoi, on s'est focalisé sur la distribution. En fait, la société a même d'abord commencé à faire de la distribution, des ventes internationales, avant même de produire son premier film. Aujourd'hui, donc, il y a un catalogue de distribution de plus de 400 titres. Et Nina va vous en parler tout à l'heure. Donc, on distribue nos productions, mais aussi les productions d'autres sociétés de production ou de films autoproduits ou de films d'école. Évidemment, quand on prend des films dans le catalogue de distribution, l'idée c'est que ça soit très proche de ce qu'on fait éditorialement en production, donc que ça fasse un peu partie de cette même famille de films un peu différents, engagés, impertinents, comme le disait Fabrice. C'est pas toujours le cas, on fait pas tout le temps le même genre de film. D'ailleurs, on essaye de se renouveler à chaque film. Je pense que c'est hyper important pour le désir de continuer à faire ce qu'on fait, de jamais essayer en tout cas de jamais refaire la même chose, même s'il y a des exceptions. Mais en tout cas, voilà, c'est que ce soit en termes d'histoire, en termes de technique, en termes même parfois de type de financement, on essaye un petit peu de changer les pratiques et de prendre des risques, en tout cas mesurés, puisque ça fait quand même 24 ans qu'on est là, donc on peut dire qu'on a produit beaucoup de films risqués, mais en prenant, nous, en termes de production et de financement et de gestion de boîte, des risques plutôt mesurés, presque un peu à la papa. Donc l'équipe distribution, il y a 3 personnes, Guillaume, Ange, Nina Belfort, que vous allez entendre juste après moi, et Alice Laferrie. Donc Guillaume plutôt sur les ventes inter, tout ce qui était les VOD, Nina sur la partie diffusion publique, diffusion digitale, qui s'occupe aussi de gérer le matériel à envoyer, et bien plus encore, et Alice qui est plutôt sur la partie communication, marketing. On a aussi évidemment la partie production avec Yvan Rouver qui nous a rejoint à la direction générale, qui est plus sur le côté gestion de la société, la partie financière, la partie financière administrative, plus DAF, quoi. Chanty qui va vous parler cet après-midi du développement, donc qui est directrice du développement, directrice artistique, qui s'occupe beaucoup en amont des projets. Une fois qu'ils partent en fabrication, c'est d'autres équipes qui relayent, bien que parfois ça déborde un petit peu sur la partie distribution. Émilie Schmerkin et Juliette Vacher qui sont directrices de production et assistantes de production. Et à l'administration, on a une comptable et Delphine Pialot et Jeanne Parinet, une super administratrice qui est un peu qui chapeaute un petit peu la société dans son aspect administratif, et c'est hyper important, qui nous permet de faire en sorte que la boîte tourne. Je vais vous montrer, maintenant que vous avez vu un peu ce blabla, une bande-annonce, enfin une bande démo, donc un montage de quelques films
qui n'est pas la toute dernière, mais on en fait quasiment une par an, mais c'est une que j'aime bien parce que ça représente peut-être un peu plus l'ADN de la structure, et puis j'aime bien la musique aussi. Voilà, avec la gentille participation des producteurs et compositeurs de la musique de la SMAN qui ont bien voulu qu'on utilise la musique. Donc voilà un petit peu un aperçu de la partie plutôt trash. Alors ne lisez pas, c'est pas fait du tout pour lire, c'est encore une page que j'ai trouvée dans un dossier pour vous montrer synthétiquement la filmographie de production. Voilà, ça c'est peut-être plus parlant. Quelques greatest hits, donc vous en avez peut-être vu certains. La plupart des films dont on va parler aujourd'hui, et surtout dans cette présentation, sont en accès libre sur notre chaîne YouTube Animatic, A-N-I-M-A-T-I-C. Donc vous tapez sur la barre de recherche Google YouTube Animatic et vous tombez sur notre page. Et vous pouvez voir à peu près plus de 300 films, je pense, qui ont déjà fait leur carrière en festival, télévision, etc. Et Nina vous parlera un peu plus du fonctionnement tout à l'heure. Donc voilà, certains des films d'ailleurs vont passer ce soir à l'Arvor à 20h15 aussi. Donc voilà, sur la partie production, on a quelques chiffres. Je me suis amusé à compter, parce que je ne l'avais jamais fait, le nombre de films terminés. Donc voilà, 82 courts-métrages, 8 clips. On a arrêté d'en faire depuis que la dernière fois, autant on a fait quelques clips relativement bien dotés, autant la dernière fois qu'on nous a demandé de faire un clip, c'était pour pourtant un artiste un peu connu qui s'appelle Laurent Garnier. On nous a proposé 3 000 €. On a fait un montage de rush qu'on n'avait pas utilisé pour un film et on l'a renvoyé. Puis quand ensuite MC Solar ou d'autres, ils sont venus nous demander est-ce que c'était le comeback d'MC Solar, on voudrait un clip un peu genre Logorama, vous avez 10 000 € pour le faire et 3 mois, ou 3 semaines. On a refusé aussi et depuis voilà, on refuse toutes les demandes de clips. Ce n'est plus ce que c'était. On a fait 7 séries jeunesse et adultes, dont 3 ont eu 2 saisons. Donc en tout, on a fait 10 saisons de séries audiovisuelles, 8 spéciaux télé de 26 minutes, sauf un de 45 minutes, Jean-Michel, Super Caribou, qui sont tous sortis en salle. On vous parlera aussi plus tard dans la partie distribution de ce format un peu spécial, qui est le spécial télé, de longs métrages, Psychonautas et Unicorn Wars. Les projets en production et en développement, on en parlera du coup un peu plus précisément dans le line-up à 17h. Et puis vous avez voilà, en dessous une partie du palmarès des films et de la société. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu, et là vous voyez mes talents en PowerPoint.
et en mise en page les différents aspects de la société. Donc la production, peut-être qu'à la fin, si certains sont un peu plus intéressés sur plus l'aspect financement, etc., on pourra en parler. Mais donc production, court long, série jeune public et adulte, très majoritairement ado-adulte en court-métrage, plutôt jeune public pour la série et pour l'instant de longs-métrages adultes, mais on a des longs-métrages en développement jeunesse. Les ventes internationales, courts-métrages spéciaux télé, format court ou collection et séries. Donc encore une fois, tous les films qu'on produit ou qu'on coproduit, on les distribue et on prend en acquisition aussi des films d'autres producteurs en essayant de ne pas trop en prendre par année pour bien pouvoir les travailler. Donc on fonctionne au coup de cœur, donc c'est beaucoup plus sur la qualité que la quantité. Il se trouve qu'on est aussi éditeur musical, on est éditeur des bandes originales des films qu'on produit, plus quelques exceptions dont je parlerai plus tard. On a aussi la possibilité de distribuer en salle, on l'a fait qu'une fois et on en parlera tout à l'heure. On est également éditeur vidéo, et ça pour le coup on a sorti pas mal de DVD au cours de ces 20 dernières années. Et donc la chaîne YouTube Animatique, dont vous voyez l'orthographe précise à l'écran. Et ce sont, avec les deux studios de fabrication dont on va parler aussi un peu plus longuement plus tard, ADV à Paris et Borderline à Angoulême, c'est un peu le modèle économique qui tient sur les trois gros aspects qui sont la production, les ventes inter et la fabrication. Je pense que l'une seule des activités seule ne tiendrait pas. C'est vraiment un équilibre assez fragile finalement entre ces trois mamelles. Je ne sais pas comment dire ça. Ces trois. Et dès que l'une des trois parties flanche, il faut essayer de compenser par une autre en fait. Donc ça a été pendant ces 24 premières années. Un jeu voilà, où tout d'un coup, en 2013, on a senti un gros trou d'air sur la distribution, les ventes inter, et il a fallu se renouveler parce que tout d'un coup, presque 70 ou 80% des chaînes de télé qui achetaient des cours en l'espace de quelques années ont soit disparu, soit les chaînes elles-mêmes, soit les programmes courts, soit les budgets d'achat, etc. Donc il a fallu à chaque fois un peu rééquilibrer au sein même de chaque département et puis dans les départements entre eux, quoi. Donc on a mis un petit peu plus ces dernières années le booster sur les studios pour essayer de compenser aussi un petit peu les baisses de financement, par exemple en production. Et donc faire un peu de prestations avec les studios pour compenser parfois la baisse d'activité ou le manque de financement côté production de nos films. Donc deux studios de fabrication, ADV, ça veut dire autour du volcan. Pour la petite histoire, ça s'appelle comme ça parce qu'au tout départ, quand on l'a créé en 2011, c'était à Clermont-Ferrand, à côté du Puy-de-Dôme. Autour de minuit, on s'est dit tiens, on va faire autour du volcan, sauf que très vite, on s'est rendu compte des limites d'être le seul studio d'animation en Auvergne, et c'était avant la fusion Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y avait pas de talent, pas d'école, il fallait faire venir les gens de Paris, et il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas spécialement envie de passer plusieurs mois à Clermont-Ferrand, à l'époque en tout cas, et donc à un moment, on l'a rapatrié à Paris, on n'a pas changé le nom, on a juste mis ADV pour que ça fasse pas trop bizarre autour du volcan, à Pigalle. Donc ça, Mario va vous en parler un peu plus précisément tout à l'heure. Donc créé en 2011, plutôt spécialisé 3D, c'est là où sont les équipes plutôt de R&D, c'est là où l'innovation se fait. Et Borderline à Angoulême, créé en 2014. Alors au tout début, c'était à Bordeaux, pour d'autres raisons, mais à peu près les mêmes en fait. C'était avant la fusion. On nous avait dit venez à Bordeaux, on veut miser sur l'animation. Il n'y a pas de studio d'animation à Bordeaux. On s'est installé à Bordeaux, on a déposé des dossiers, on n'a jamais été aidé. Et juste après, il y a eu la fusion Nouvelle-Aquitaine. Et là, il y a eu la création d'un comité spécialisé animation. Et il se trouve que depuis, on a toujours été aidé. Donc, le déménagement de Bordeaux à Angoulême a été assez vital pour la boîte. Je vous montre une petite bande-annonce de ce que fait le studio Borderline, puisqu'ADV, vous allez, si ça vous intéresse, en entendre beaucoup plus parler cet après-midi.
Donc dans ces 2 studios, on fabrique tout ce qu'on produit, à quelques très rares exceptions près, tout ce qu'on produit avec Autour de minuit, on le fabrique à ADV et ou à Borderline. Donc parfois, c'est les 2 studios ensemble qui ont un pipeline commun, Blender, on y reviendra aussi cet après-midi, logiciel open source, et qui co-fabriquent soit l'un soit l'autre. Et aussi, donc, ces 2 studios peuvent aussi, depuis peu, on les a ouverts à la prestation pour d'autres producteurs. Et ça peut être soit seulement le studio Angoulême Borderline, soit seulement studio ADV à Paris, qui fabrique. Et on essaye jusqu'à maintenant, on a eu la chance de pouvoir travailler comme prestataire uniquement sur des films dont on est hyper jaloux de ne pas avoir produit, qu'on aurait aimé produire ou coproduire, donc des très beaux projets, et on veut être fiers des images qu'on fabrique, et notamment à Angoulême, par exemple, à Borderline, on a fabriqué la moitié du film Mars Express de Jérémy Perrin. On a à ADV, on vient de terminer la fabrication de la moitié d'un long métrage qui s'appelle In Waves, qui sortira l'année prochaine, qui est adapté de la BD du même nom, qui est produit par Silex Film. Et entre les 2 studios, on a fabriqué par exemple la saison 2 de Mush Mush, produit par La Cabane. Je vous montre un petit montage du studio Borderline à Angoulême. Vous avez pu voir qu'il y a aussi de la stop motion. On n'a pas un studio de fabrication stop motion. Par contre, on a bossé sur beaucoup de films de stop motion qu'on a coproduits ou produits. Et là-bas se fait tout ce qui est compositing, post-production. J'avais une autre petite bande-annonce un peu plus mignonne, plus bling-bling, parce que là, ça fait beaucoup de films chelous. Et d'ailleurs, j'ai pas choisi la musique de celui d'avant. Donc je vous montre le truc un peu plus cute, bling bling, ouais. Voilà, vous avez un peu un aperçu de la typologie de films qu'on fait. Quelques films quand même un peu mignons pour enfants. Beaucoup de films, donc encore une fois, trash, politique et ou sexy, et parfois tout à la fois. On a même réussi un peu à tout combiner. Donc comment on en arrive là, à 24 ans, à faire ce genre de film un peu chelou? Je vais vous raconter un petit peu mon parcours du coup. En fait, moi, j'ai jamais voulu être producteur et j'ai jamais voulu faire de l'anime. Donc, on peut dire dans ce sens que j'ai un peu raté ma carrière. Et tout est une histoire de rencontre, hein, comme évidemment dans beaucoup de secteurs et de beaucoup d'histoires. Et ça a commencé en fait avec ça. C'est un magazine de cinéma que j'ai monté en 1998, au siècle dernier donc. Au début, fanzine de luxe. D'abord, le premier numéro sortait en librairie, puis ça a évolué, ça a commencé à sortir en kiosque. C'était en noir et blanc, c'est devenu en couleur. C'était trimestriel, puis bimestriel, puis mensuel. Et il y a eu un moment où même on a eu plus de tirages que les cahiers et positifs.
Et on avait cette volonté avec le magazine de parler de beaucoup de choses dont on ne parlait pas dans les autres magazines, mais surtout d'en parler de manière accessible, c'est-à-dire de parler aussi bien de films Kiarostami, de films iraniens exigeants ou de films hollywoodiens avec des analyses poussées mais compréhensibles par tous, on va dire. Et il y avait à ce moment-là, en tout cas dans la presse cinéma, un créneau vraiment, un gros espace entre ce qu'étaient justement les cahiers positifs, plutôt du jus de crâne très intéressant mais parfois un peu abscons, et très loin, plus haut avec des plus gros tirages, des magazines beaucoup plus commerciaux comme Studio, Ciné Live et Première. Et entre les deux, on a dit, voilà, on s'est dit, il y a peut-être un petit créneau à prendre. Donc bref, j'ai jamais non plus voulu faire de magazine d'ailleurs non plus, mais l'idée c'était d'essayer de faire des choses en équipe et puis de défendre un certain type de cinéma et de le défendre de différentes manières. Ça a commencé par la critique et l'analyse de films, mais très très vite on en est venu à vouloir montrer les films dont on parlait, puisqu'on parlait dès le début de courts-métrages, de clips, de pubs, d'auteurs qui œuvraient ailleurs que dans les genres un peu adoubés qu'était le long-métrage de fiction, de live, et surtout montrer les films qu'on ne pouvait pas voir ailleurs. Donc très vite se mettre à faire des projections, repérages, donc à faire un peu de la programmation, s'associer avec des festivals, notamment le festival Nemo à Paris, qui était spécialisé dans les nouvelles images. Et puis plus tard, on s'est mis à faire des DVD. Des films qu'on trouvait nulle part ailleurs. Donc je sais que Jean-François peut-être tout à l'heure va vous parler un petit peu aussi de cette époque, mais voilà, on s'est mis à faire avec le magazine à partir de 2002-2003 il me semble. Tous les ans on faisait un numéro spécial animation et on éditait nous-mêmes, et on allait chercher les films, les droits, etc. On faisait voilà, on était éditeur DVD. Et on faisait des compiles d'animation, des compiles d'expérimentales nouvelles images, des compiles, donc ça c'était à l'occasion du festival Nemo une fois par an, des compiles de films de genre à l'occasion de l'étrange festival. De temps en temps, et ça c'est parce qu'il faut bien en trouver, la relation avec la Bretagne, on faisait des DVD anniversaires, des compiles anniversaires avec le festival de Clermont-Ferrand, et on a fait les 20 ans du festival de Brest. Donc tout ça, ça sortait avec le magazine, c'était trouvable en kiosque, et on récupérait les invendus, et on mettait ensuite les DVD dans le commerce. Donc on avait une activité à la fois de presse et d'édition de DVD, et c'était pareil. Pour moi, faire un DVD, c'était comme faire un magazine, et c'est comme plus tard faire un film, c'était essayer de défendre une vision, des idées, et les montrer, le plus largement possible par tous les moyens possibles. Et au début, j'avais quand même hésité entre la théorie et la pratique. Moi, j'étais à la fac de cinéma. J'ai caressé l'idée de tenter la FEMI. Je me suis dit, bon, on va commencer par un magazine. La théorie, parce que j'avais des plumes à disposition. Tous mes profs de la fac, je les ai fait écrire pour me venger. Et deux, par facilité aussi, parce que j'avais un papa qui travaillait à l'époque dans l'impression. Il m'a fait des bons tarifs, enfin j'espère. Du coup, il m'a aidé à démarrer, et à très vite ensuite trouver un éditeur qui a pris le relais. Et en me disant, avec cet aspect théorique, et en allant dans des festivals, en rencontrant du monde, j'allais probablement rebondir sur le côté pratique, ce qui est arrivé. J'ai rencontré, grâce au magazine, à mon premier festival de Cannes, à la seule fête où je suis allé cette année-là, parce qu'après j'en ai fait plus, un producteur qui s'appelle Philippe Bobert, producteur de longs métrages, prise de vue réelle, pour le coup aussi assez impertinent, qui a été un petit peu mon mentor de 2000 à 2004, où j'ai vu un petit peu comment il a travaillé. Il était à la fois producteur et vendeur international, et il avait cette philosophie de se dire, même si on fait un film de niche impertinent et très borderline, il faut faire le meilleur film possible pour pouvoir ensuite le vendre dans un maximum de pays. Et voilà, c'était son modèle économique était de faire, même si c'était un film un peu trash, alors il a produit, je ne sais pas si vous connaissez Jessica Hausner, Ulrich Seidel, des Autrichiens, pour le coup les deux assez rentre-dedans, mais aussi Roy Andersson, le Suédois, qui a eu le prix du jury à Cannes en 2000, et c'est quelqu'un qui avait du nez,
qui a, pour l'anecdote, puisqu'on m'a demandé de raconter des anecdotes, à l'époque, il programmait une section du festival de Sarajevo, New Currents, Nouveau Courant, et il m'a demandé, quand j'ai commencé à travailler avec lui, de créer une section, de m'occuper de la section court-métrage Nouveau Courant, avec évidemment dans l'idée d'accompagner, de trouver des auteurs de court-métrage et de les accompagner au long. Donc moi, j'étais chargé quasi seul de faire cette programmation de court-métrage où je me faisais plaisir et où pour le coup, j'invitais aussi des gens que j'avais envie de rencontrer et dont j'appréciais voilà, la vision esthétique. Et il était assez peu interventionniste, sauf une fois, il m'a dit « Tiens, tu veux pas prendre ce film ?» Je dis « Non, franchement, c'est nul, je vois pas trop d'avenir à ce gars-là. » Si, vas-y. Bon, il a incité. Après tout, c'était lui le boss, hein, donc il a dit voilà, prends-le. Et du coup, il a rencontré le réalisateur. Moi, vraiment, c'était pas du tout ma tasse de thé. Et en fait, ce gars-là, ce court-métrage, c'est un court-métrage de Ruben Östlund qui a eu par la suite 2 palmes d'or ou 3 palmes d'or, je sais plus. Et que Philippe Aubert a produit. Donc voilà, il faut savoir un peu aussi assumer ses erreurs d'appréciation. Et du coup, j'ai beaucoup appris à ses côtés, à la fois sur l'aspect dénicher des talents, sur ce que c'est que la production. Donc en premier lieu, la première chose qui m'a appris, c'est que tu prends un réalisateur ou voilà, quelqu'un avec un réalisateur ou réalisatrice, tu l'emmènes dans un endroit très très loin comme le festival de Sarajevo et tu bois des coups. Et en une soirée, tu peux voir si tu as envie de travailler pendant 5 ou 6 ans avec cette personne-là ou si ça va pas matcher. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire par la suite, de boire des coups. Toujours avec modération. Et ensuite, en fait, il avait aussi une méthode un peu particulière, c'est qu'il faisait des espèces de sneak preview à l'américaine, mais les sneak previews, c'est donc donc de montrer le film quasi fini, en cours de finition, et de recueillir l'avis pour le coup, de spécialistes plutôt d'art et essai. Donc il invitait une réalisatrice, un monteur, un directeur de salle, un directeur de festival, et il organisait des projections du film en cours de montage ou quasi fini, et recueillait les feedbacks, les retours. Et ensuite, souvent, ça pointait des problèmes de narration, de compréhension, de rythme, etc. Et donc, repartir en salle de montage. Et son truc, c'était vraiment d'améliorer le film jusqu'au bout, jusque là où c'était possible, et parfois même de manière un peu obsessive, jusqu'à faire parfois 5 à 10 sneak previews. Comme ça. Et moi, du coup, chez lui, je m'occupais d'organiser ces sneak previews, de recueillir les feedbacks, et puis comme j'avais une certaine appétence à l'époque pour le montage, aussi de travailler avec les réalisateurs et réalisatrices sur le remontage. Et je me suis retrouvé à monter des longs métrages comme Rapone et Bataille dans le ciel du réalisateur mexicain Carlos Regadas, donc sous la houlette de Philippe Aubert. Mais surtout, en fait, il m'a demandé au-delà de tout ça, et où j'ai beaucoup appris de voir comment il travaillait, comment il gardait toujours un petit peu de sous pour retravailler le film le plus possible, pour qu'il soit le meilleur possible dans sa catégorie, dans son contexte artistique et économique, pour pouvoir se récupérer ensuite sur les futures ventes internationales. C'est comment il travaillait tout le marketing, les affiches, comment on pouvait améliorer un film parfois au détriment du réalisateur en changeant un petit peu les sous-titres. Ça marche que pour les films étrangers. Et comment il travaillait voilà, sur le dossier de presse, etc. Et puis très vite, il m'a dit voilà, j'aimerais monter un département court-métrage dans ma boîte de production et vente qui s'appelle The Co-Production Office. J'ai dit OK. Il m'a dit bah vas-y. Et donc il m'a donné un bureau, une chaise, et je suis devenu le département court-métrage de The Co-Production Office, donc où j'ai commencé comme je voyais beaucoup de films en festival et via le magazine, etc., j'ai commencé à constituer un petit catalogue de distribution. Je me rends compte que je suis très long, mais comme on a un petit quart d'heure d'avance, c'est super. C'est une partie rigolote. Donc, et donc voilà, j'ai commencé à constituer un catalogue de distribution pour Philippe Aubert, avec des films prise de vue réelle, des films expérimentaux et quelques films d'animation. Et donc à commencer à découvrir ce qu'étaient les ventes internationales de courts-métrages, donc Clermont-Ferrand, que je connaissais déjà via le magazine, et à constituer un peu comme ce qu'il faisait lui avec The Co-Production Office, une sorte de label où les gens savent un peu ce qu'ils vont trouver derrière, quoi. Et du coup, quand en 2003,
lors d'une fête arrosée, avec modération. Je croise un pote de pote qui me dit je viens de finir mes études aux Arts Déco, j'aimerais bien faire un court-métrage un peu qui serait la suite de mon travail de fin d'études qui était sur les mutations urbaines. Il avait fait un CD-ROM à l'époque. En fait, un CD-ROM, c'était un truc rond. Ça ressemblait un peu à un CD, enfin, complètement même, et dedans il y avait une espèce de site web. Enfin, c'était hyper, voilà. C'était avant Internet, et du coup il m'a dit est-ce que tu sais comment on pourrait trouver 5 000 € pour acheter un ordinateur pour faire un film? Et moi je dis passe me voir au bureau. Et du coup il est passé me voir au bureau, on était sobre, hein, du coup, et il m'a montré son CD-ROM et ce qu'il voulait en faire. Lui, donc, était graphiste, venait de finir les Arts Déco. Et je dis, c'est pas 5 000 € qu'on va trouver, c'est 100 000. Et évidemment, j'avais jamais produit. J'avais déjà la boîte en fait, qui était créée pour travailler avec Philippe Bobert, pour faire des montages. Je faisais aussi à l'époque des épisodes, des magazines, des portraits de cinéastes pour le magazine Court-Circuit sur Arte. Je faisais des bonus de DVD, etc. Mais la boîte, donc, en fait, elle a été créée en 2001, mais activée en production en 2003 pour ce film de ce réalisateur qui s'appelle Hendrik Dussolier. Le film s'appelle Obras. Et du coup, avec le magazine aussi, et puis en rencontrant des gens dans les festivals, etc., en faisant de la programmation, j'en étais venu aussi à avoir été sollicité par des chaînes ou des régions, des comités de sélection de films, de financement, comme lecteur ou comme jury. Donc je voyais passer beaucoup de dossiers de financement dans des commissions, que ce soit la région Île-de-France, chez Canal+, etc., ou en région Centre. Et souvent, on voyait un peu arriver toujours le même type de film, quoi. C'est-à-dire un film de fiction avec un traumatisme enfantin, quelqu'un qui retourne dans son village et qui doit affronter soit ses traumas enfantins ou des histoires d'amour qui se passent mal, des déménagements qui se passent mal. Et souvent dans les commissions, tout le monde s'arrachait les cheveux, c'est pour ça que j'en ai plus beaucoup, d'avoir toujours le même type de film, pas du tout innovant, on va dire ça comme ça, et parfois même du mal à détacher un ou deux films en se disant mais comment ça se fait que tout le monde envoie toujours ce type de film. Et en côtoyant pas mal de producteurs-réalisateurs, j'avais le discours inverse qui était ah là là, les commissions, elles aient toujours le même type de film. Et du coup, je me suis dit mais en fait, les gens, ils envoient des typologies de films qui croient que les commissions aident, et les commissions, en fait, elles veulent pas du tout ce type de film. Et donc en 2003, je connais un petit peu le circuit de financement. Je me dis, on va aller les chercher quand même, ces 100 000 €. Et en fait, on les a obtenus. C'est la chance du débutant. CNC, Arte, région Île-de-France. Je crois qu'à l'époque, je ne suis pas allé retourner, Magali, mais je crois qu'on a eu NTP. Je ne sais même pas si ça existait. Ça existait? Tu n'étais pas né? Mais il me semble qu'on l'a eu, mais je ne suis pas sûr. Ouais. Et avant de vous montrer un extrait, je rembobine un petit peu. Pourquoi je suis allé vers ce type de film? C'est à cause de ça, le magazine Repérage. Donc quand on travaille dans la presse cinéma et qu'on est une toute petite équipe, on va voir les projets de presse et on voit à peu près 15 à 20 films par semaine. Et quand on voit 15 à 20 films vraiment pas bons par semaine, on commence à être dégoûté des longs métrages de prise de vue réelle. Parce qu'à l'époque, il y avait très très peu de longs métrages d'animation, à part le Disney de l'année. Et très vite, en fait, dégoûté du cinéma mainstream, en tout cas classique, standard. Et grâce au magazine, à l'occasion d'un numéro spécial Autriche, en 2001, je voyage à Vienne. Et je rencontre tout un écosystème d'expérimentateurs. C'est vraiment les héritiers de l'avant-garde expérimentale autrichienne et berlinoise des années 60. En 2000-2001, il y a Jörg Haider, l'extrême droite, qui arrive au pouvoir, et tous collectifs, ou des individualités d'artistes expérimentateurs qui s'emparent des outils, et surtout des outils numériques,
pour faire des films de combat justement contre Haider et l'extrême droite en Autriche, et notamment Virgil Woodrich qui avait fait Copy Shop et qui était en train de produire Fast Film, qui pour le coup n'est pas forcément un film de combat politique, mais qui était un combat contre les éléments. C'est un film avec à peu près 35 000 origamis shootés au banc titre, avec des extraits hollywoodiens sur les origamis. C'est dur à expliquer, j'ai pas d'extrait, mais vous pouvez le voir sur Animatic. Donc je me suis dit, on peut faire des trucs, des films à la fois politiques ou complètement novateurs avec ces nouveaux outils. Parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, au début des années 2000, est arrivée la démocratisation des outils techniques, des logiciels que seules les grosses boîtes comme Micros ou autres qui n'existent plus pouvaient se payer. Et je vais aller un peu plus vite. Et en gros, il s'est passé dans ces années-là à peu près ce qui s'est passé dans les années 90 avec la musique et l'arrivée des home studios et du numérique, qui fait que les artistes pouvaient faire de leur musique et fabriquer leur album entièrement tout seuls dans leur chambre. Et du coup, avec les outils de création graphique, les artistes, avec souvent, avouons-le, des logiciels craqués, pouvaient fabriquer eux-mêmes leur vision, un peu comme on faisait son album tout seul avant. Et justement, Hendrik Dussolier, pour son film Obras, avait réussi à détourner un peu ce que pouvait faire le logiciel After Effects, et avait fait des tests assez bluffants. Et donc, avec tout ça, on trouve les sous, mais encore faut-il fabriquer le film avec ces sous, ce qui était au final pas beaucoup si on devait aller voir justement une grosse boîte, quoi. Donc quelqu'un nous avait conseillé d'aller voir un collectif de graphistes qui s'appelait les No Brain, les bien nommés. Et donc c'était pas mal d'artistes qui justement venaient de ces gros studios, qui en avaient marre de faire des packshots de PQ en 3D, et qui étaient partis de ces studios, qui avaient constitué un collectif de geeks avec des PC de base surboostés en RAM, ROM, et il y avait des câbles partout. Enfin, c'était pas du tout cadré et carré. D'ailleurs, la première fois qu'on est allé les voir, vu que c'est un collectif, il n'y avait pas de boss. Donc on arrivait, on voyait juste des gens qui jouaient à la PlayStation en fumant des pétards. On s'est dit, est-ce qu'on peut parler à quelqu'un ? Bah non, on est reparti. On est revenu un autre jour, là, il y avait quelqu'un qui on a pu parler. Et ils nous ont dit, ouais, venez chez nous, on va faire votre film, vous avez combien ? Ouais, on va le faire, pas de souci. Et donc, on a fait un truc qu'il ne faut jamais faire. Le film, c'est un plan séquence de 10 minutes. Complètement, pour le coup, innovant, et avec quelques tests un peu pour montrer ce que Hendrik voulait faire. Mais le film c'est créé en se fabriquant. C'est-à-dire que c'est en faisant les plans qu'on se dit, ah ouais, tiens, c'est cool, ça marche, ou ça marche pas. Mais c'est un miracle que le film se soit fait, et qu'il se soit fait finalement qu'en 1 an et demi, quoi. Et sans trop de casse. Surtout que à l'époque, il n'y avait pas de méthode, encore moins chez No Brain. Il y a à peu près 5-6 plans qui se passent à l'extérieur, 5-6 plans à l'intérieur. Le principe, c'est un ride dans une ville en pleine déconstruction-reconstruction. Donc ça découlait de son projet de fin d'études sur les mutations urbaines à court et moyen terme. C'est fait à partir de photos et de vidéos qu'il a récoltées à Barcelone pendant son Erasmus. Remouliné, du coup, il y avait premier plan, ils ont dit tiens, on va le faire sur Fusion, qui n'est pas du tout un logiciel d'animation. Deuxième plan sur After, troisième plan sur 3ds Max, quatrième plan sur After, sixième plan sur Maya, etc. Et c'est un plan séquence, ça doit se raccorder. Les gens ne se parlaient pas vraiment entre eux. Les plans, des fois, on se disait mais où est-ce qu'on va ? Et je ne sais pas comment on a réussi. Donc pour un film plutôt expé, sans dialogue, le personnage c'est la ville, c'est à la fois un ride, un film sur l'architecture, un film sur le temps qui passe, sur la ville, sur la solitude, un peu documentaire, un peu fiction, un peu animation évidemment. C'était un peu presque l'étendard de ce que, en tout cas moi j'avais envie de voir, et donc réussi à faire finalement sans trop de casse. Et inspiré un peu par pas mal de créateurs qui à l'époque faisaient ce type de film. Il y en avait très peu, et avec laquelle par la suite j'ai eu la chance de travailler avec certains comme Chris Shefferd ou Rosto, qui avaient déjà commencé à faire des films qu'on appelait à l'époque nouvelles images,
et qu'avant même de produire ce film, je pouvais diffuser lors du Festival Nemo ou de soirées repérage ou dans les DVD qu'on éditait avec le magazine Repérage. Donc voilà pour Obras qui, du coup, pour finir un peu sa carrière, va au César et où il n'y avait qu'une catégorie court-métrage. Il n'y avait pas de catégorie court-métrage docu ou animation ou quoi. Il y avait que... Bon, il l'a pas eu, mais c'était surtout le fait d'être accepté, qu'un film aussi barré ou expérimental soit accepté par quelque chose d'aussi académique que l'Académie des Césars. Un peu conforté aussi d'aller dans cette voie et de continuer à faire ce type de film et même d'aller encore plus loin à creuser dans l'underground. Et du coup, ça a pas mal déterminé la suite de tout ce qu'on a pu faire en termes de production de courts-métrages et même après, même de séries et longs-métrages. Une autre rencontre la même année, c'est Nieto, qui lui aussi sortait de l'ENSAD. Deux rencontres, en tout cas, Nieto, je ne sais plus s'il m'avait écrit ou si j'avais vu le film, son film de fin d'études, donc vous allez voir un petit extrait, Carlitopolis. Mais un peu au même moment et aussi grâce à No Brain, parce que c'était un collectif de graphistes qui chacun aussi avait des envies de réalisation. Voilà, il y avait toute une petite équipe, une petite famille qui se constitue de créateurs qui ne viennent pas d'écoles de cinéma ou d'écoles d'animation, mais vraiment soit des autodidactes qui venaient du clip ou de la pub, soit plutôt des arts déco, des beaux-arts, comme Nieto, qui a fait les deux d'ailleurs. Je vous montre un petit extrait de Carlitopolis. Donc ça, c'est son travail de fin d'études, ça c'est sa présentation au jury de l'ENSAD qui a été filmée. Je vous montre un petit extrait. On va commencer avec la première expérience. Pour cela, je vais me servir de cet outil. C'est une plaque de verre avec un côté très tranchant. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de couper cette souris en 2 morceaux. Pour cela, il faut être très précis. Ça marche tout à fait comme le ver de terre. Donc lui, Nieto, c'est à l'époque c'est un magicien sur After Effects. Il fait des trucs que personne ne comprend comment il fait. Pour l'anecdote, pour des histoires, je pense, de pouvoir rester en France, parce qu'il est colombien, il s'inscrit, après les arts déco, il s'inscrit aux Beaux-Arts et il prend une option After Effects. Souris, on va passer à la deuxième expérience. Et le prof aux élèves pour montrer comment on peut utiliser After Effects. Et donc dans la classe où il fait partie, montre ce film. Donc le prof ne savait pas que celui qui avait réalisé le film qui montrait un exemple était dans sa classe, comme élève. Voilà, donc Nieto, première collaboration 2004, d'abord en distribution, puis après on a fait plein de performances filmées comme ça, où on allait dans des festivals, ils faisaient des perfos et on filmait la performance et ensuite on la distribuait comme un court-métrage. Un autre réalisateur aussi marquant du début de la structure, c'est Édouard Salier. Donc ça c'est pour le côté aussi, quand je disais trash politique et sexy, là c'est un peu tout en même temps, surtout sexy. Donc un film qui s'appelle Flèche, qu'on a terminé en 2005. Ça parle du 11 septembre d'une manière un peu particulière et le film ne se lance pas. Si. J'ose pas trop toucher à mon PowerPoint parce qu'il est un peu chargé. Bref. On a reconstitué tout Manhattan en 3D. Il y a des filles nues sur tous les immeubles de Manhattan. Et c'est hyper lent là, je sais pas ce qui se passe. Et en gros, on a repris des... Là, vous avez un... Bon bref, vous pouvez le voir sur Animatic. On a repris exactement les cadrages de la captation du premier avion qui s'écrase sur les Twin Towers et pas mal d'images d'archives du deuxième aussi, reconstituées en 3D. Et bon, c'est une vision voilà, sur... c'est trop long à expliquer, peut-être qu'on parle... Je ne sais pas si on l'a mis... Non, on ne l'a pas mis dans le programme de 20h15, non. Et bon, le film a beaucoup fait débat, mais c'était aussi l'idée. Il faut que je me dépêche, en fait, je parle trop. Donc voilà, on travaille avec tous ces auteurs. On fait plein de courts-métrages un peu expé, chelou, tout ça, qui fonctionnent plutôt bien. On s'en occupe en distribution. Et en 2009, on termine un film
de gens que j'avais rencontrés en 2004 grâce au magazine, parce que du coup, au Festival Nemo, on faisait des programmations aussi de gens qui venaient du clip ou de la pub, notamment les H5. Donc on a fait une rétrospective Gondry, Spike Jonze, etc., avant même les DVD qui sortent de leurs œuvres, qui n'étaient pas à l'époque considérés comme des auteurs. Donc les H5, un collectif français qui avait fait des super clips, notamment pour Roy Xop et Alex Goffer, m'ont présenté ce projet de court-métrage, Logorama. Je vous mets un extrait, mais voilà, vous avez probablement pour certains d'entre vous déjà vu. Et vous pouvez le voir aussi sur Animatic et sur plein de pages de YouTube piratées. Donc voilà, ça a été 7 ans de boulot à peu près, avec l'Oscar du court-métrage d'animation au goût. Je passe vite. Et puis à un moment, les No Brain, qui était un collectif de graphistes, se sont dit tiens, on va aussi réaliser. Et donc ils sont mis à réaliser, c'est devenu leur nom de réalisateur, les No Brain, réaliser des clips et des pubs. Et ils m'ont proposé un projet de court-métrage qui devait être hyper simple au départ et qui s'est révélé être le film le plus laborieux, je pense, de l'histoire d'Autour de minuit. Ça a pris un peu plus de 7 ans. Ça mélange, je vais vous passer en même temps, ça mélange de la stop-mo, donc le bonhomme il est en stop-mo, ses yeux sont en vidéo, la boule est en 2D, mais là par exemple ce plan-là, ils ont d'abord tout fait en 3D et c'est de la rotoscopie image par image, mais pas digital, quoi. C'est sur tablette à dessin à l'ancienne de la 3D. Tout ça mélangé en compositing. Donc c'était encore un film n'importe quoi, un peu comme certains qu'on a fait et choses qu'on ne fait plus à l'époque, où on part en se disant tiens, on a 20 000 €, allez, on lance le film. En fait, on aurait dû en avoir 300 et en tout on en a eu 60. Donc c'est aussi pour ça qu'il a mis beaucoup de temps à se faire, c'est que eux, du coup, une fois qu'on a épuisé l'argent qu'on avait pu trouver, eux, ils faisaient des pubs pour pouvoir continuer à faire le compo et la finalisation du film. Mais c'est vrai que ça a mis un temps interminable, ça devait être un truc hyper simple, et ça a pris des proportions qu'on n'avait pas soupçonnées au départ. Et ça a pris tellement de temps que c'est devenu une unité de mesure. Par exemple, je prends ma retraite dans 2 gloaming. Donc voilà un petit peu le look. Il est également visible sur Animatic. Et ça sera le seul film qu'on a produit des No Brain. Et du coup, on s'est dit, on va retourner au cartoon avec une série un peu plus faite pour le marché, parce que quand même 95% des séries sont des séries pour enfants. Donc on est retourné l'année d'après, je pense. C'était à Sopron, une station balnéaire désuète en Pologne, ville de Lech Walesa. Et on a présenté une vraie série pour enfants, développée par Mathieu Auvray d'après les albums de Magali Lehuche, qui s'appelle Non Non. Et on a, je vous fais vite l'historique, mais on a au final produit 52 épisodes de 7 minutes de Non Non. Et ça a été, je pense, la première série de cette envergure, de ce format, fabriquée sous Blender. Donc à l'époque, on a installé un studio avec une render farm pour calculer des images un peu expérimentales, parce que dans aucun autre studio on arrivait à rentrer dans les devis. Et on a fabriqué une bonne partie de la série chez nous, avec un style pâte à modeler, avec les traces de doigts dessus, etc. Et on a enchaîné avec Mathieu Auvray toujours, une autre série jeunesse, Jean-Michel Super Caribou. Donc Non Non, on a fait une série et 3 spéciaux de 26 minutes. Les 3 sont sortis en salle, en France et dans certains autres pays. Jean-Michel, on a fait 2 saisons de 52 x 11 minutes en 3D. Et voilà, du coup, on s'est mis à faire de la série aussi. Quand même, je dois avouer, c'est qu'à un moment dans cette historique, moi j'ai eu 2 enfants et je ne pouvais pas leur montrer les films qu'on faisait avant. Donc je me suis dit, on va faire des séries pour enfants aussi, pas que. Mais du coup, en fait, c'est tellement long de faire de l'anime que quand on a fini les séries pour enfants, ils étaient déjà ados et ça les intéressait plus. Donc j'ai pu leur montrer après les films plus trash. Bref, mais on continue quand même à développer et produire des séries pour enfants pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'on essaye de faire quand même des trucs pas trop moches et pas trop cons pour les enfants, parce qu'il n'y a pas de raison. À l'époque, quand même, ça s'est un peu amélioré, mais quand on mettait la télé à 7h du mat', ça faisait un peu saigner des yeux. Et ensuite, parce que c'est
un peu plus intéressant financièrement évidemment qu'un court-métrage. On met à peu près le même temps, mais on passe d'un budget de 150 ou 100 000 euros à 6 ou 7 millions, même si au final on ne se paye pas tellement beaucoup plus parce qu'on met quand même beaucoup d'argent dans les images qu'on fait. Mais aussi parce que ça génère de l'argent sur le compte automatique. Il y a un système vertueux en France, CNC, où une série qui se produit génère de l'argent dans un compte. Alors on n'a pas une carte bleue, on ne peut pas acheter n'importe quoi avec, mais on a un compte où on peut aller repiocher des sous pour du développement de série ou de la production de série, mais aussi un petit truc qui est un peu particulier à l'anime, ce qui s'appelle la passerelle. On peut aller piquer de l'argent de notre compte audiovisuel pour aller produire du cinéma. Et c'est comme ça qu'on a pu produire notre premier long, on y viendra plus tard, avec de l'argent de Non-Non et de Jean-Michel, donc les deux adaptés de Magali Lehuche, qui est remercié au générique d'Unicorn Wars, long métrage pour adultes, produit en partie grâce à ce qui a été généré par Non-Non et Jean-Michel. Donc, après les séries, on a essayé de faire du long. Je vais passer vite aussi, parce que je crois qu'on est 51. Allez. Avec Édouard Salier, on a fait plusieurs courts-métrages, Flèche, etc. Et on a essayé de faire des longs, alors un long un peu expérimental. Celui-là s'appelle Alpha, c'est un pilote de 4 minutes. Je sais pas, on va peut-être pas pouvoir tout voir, mais vous voyez un peu le délire. C'est adapté d'un roman graphique qui s'appelle Alpha, de Jen Sarder, que je recommande à tout le monde et qui raconte juste l'histoire de l'univers, du Big Bang jusqu'à l'apparition de l'homme. Mais en faisant à chaque fois des analogies entre la création physique des atomes, des planètes, etc., et l'histoire de l'art, des représentations, des religions, etc. Enfin, c'est un album fascinant et dont l'adaptation était un vrai challenge. L'idée, c'était de faire un film d'1h10, complètement tripant, sans dialogue, où on raconte la genèse de l'univers jusqu'à l'apparition de l'homme, et en essayant d'avoir un petit peu on a testé là dans le pilote des analogies de ce que Jen Sarder fait dans le roman graphique, mais en animation. Donc en faisant un petit peu, tout en montrant la création de la matière physique brute et des représentations de la pop, ou de cahiers d'histoire géo. Vous allez voir quelques exemples. Par exemple, la Terre se forme, un météorite va percuter la Terre. Il y a la Lune, alors c'est un peu plus tard. Là, on a le système solaire. Voilà, pif, ça percute la Terre, les amas s'agglomèrent, ça crée la Lune, et notamment ce qui, je pense, a été un peu repris de la BD. Paf, on a un petit coup de Méliès, dans la BD on voit Tintin sur la Lune, enfin bon bref, vous voyez un peu le délire. Donc ça on le présente au Cartoon Movie, qui est le pendant du Cartoon Forum pour les longs métrages. Cartoon Forum c'est pour les séries, Cartoon Movie c'est pour les longs métrages. Dans une salle comble et en délire. À la fin, limite, il y a une ola, quoi. Enfin, standing ovation, les gens ont adoré le pilote. En plus, à l'époque, le pilote, c'est plutôt 45 secondes, une minute maximum, les teasers. Nous, on avait fait 4 minutes quand même assez balèze. C'est pas notre studio qui l'a fabriqué. Enfin, on a fait une partie de la monnaie, mais c'est Digital District qui avait participé à ce pilote. Et donc on se dit waouh, trop bien. Il y avait Massive Attack qui était ok pour faire la bande son du film. On se dit trop bien. Voilà un autre exemple, un tsunami, Okusai, etc. Trop bien, on va pouvoir faire le film. Et en fait, à la fin, les gens, France Télé, Canal, tout le monde dit ouais, c'est super. Ça sort quand ou Canal qui dit pour moi, c'est un film pour chez Colette. Je vous mets 300 000 euros ou 500 000, ce qui était la moitié de ce qu'on espérait de Canal. Et en fait, quand on s'est rendu compte que les gens avaient très envie de le voir, mais pas beaucoup envie de faire des chèques, on a vite vu qu'en fait, on était un peu hors marché. Donc on a fait pas mal de projets comme ça en développement qui n'ont pas abouti, mais certains, vous verrez plus tard, ont abouti. Donc voilà, ça c'était une tentative de long métrage avec Édouard Salier. Parce que je vous le laisse jusqu'à la fin, c'est un peu short. On passe à un autre auteur avec qui on a beaucoup bossé, qui s'appelle Donato Sansone. Là, c'est un extrait
d'une petite vidéo de présentation, vidéo pitch, pour une aide du CNC qu'on n'avait jamais pratiquée jusqu'à maintenant, qui s'appelle CNC Talent. Donc lui, c'est un auteur qui travaille quasiment que tout seul. Il fait ses animations, il est très innovant, il fait de la stop-mo, de la 2D, de la 3D, il mélange tout ça. Donc vous voyez quelques extraits sur le côté. On a produit pas mal de ses films, et notamment Journal animé, qu'on verra, qu'on verra ce soir dans la projection à 20h15, et qui est un film qui tient particulièrement à cœur, mais j'en parlerai peut-être plus tôt ce soir. Un autre auteur avec qui on a beaucoup travaillé, qui était une belle rencontre, c'est Rosto, qui on a commencé à distribuer ses courts-métrages, et qui était un des auteurs dont j'avais vu le film Anglo Billy Feverson au Festival de Rotterdam en 2002, et qui m'avait ouvert les yeux sur justement les nouvelles images, l'hybridation 2D, 3D, stop-mo, graphisme, enfin un truc complètement délirant. J'avais rien compris, mais je m'étais dit que c'est ça que je voulais faire plus tard. J'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai eu la chance de pouvoir distribuer ses premiers cours, et puis on s'est mis à coproduire avec lui. Il avait sa boîte de prod à Amsterdam, de coproduire avec lui et de distribuer les films qu'on a coproduits. Malheureusement, on ne va pas faire de pathos, mais il est décédé en 2019. On avait terminé ce qu'il lui avait conçu comme une tétralogie. Donc 4 films qui ont été assemblés ensemble et qui donnaient un gros film de 45 minutes à peu près, avec un documentaire à la fin, une espèce de making-of, et qui tournait autour de sa musique, parce qu'il était à la fois auteur-réalisateur, comédien parfois dans ses films, mais aussi compositeur et joueur de guitare. Et en fait, il avait un groupe qui s'appelait Z-Records, et donc Z-Records faisait la musique de ses films, ses courts-métrages devenaient des espèces de clips de son groupe, etc. Mais il n'avait jamais sorti d'album. Donc on a, à son décès, on a fait toutes sortes d'hommages. Vous pourrez venir consulter, mais de manière posthume. Donc on a sorti la tétralogie en DVD. Il y avait aussi un roman graphique. En fait, tout était un peu lié, quoi, son univers. C'est un roman graphique avec à l'intérieur son double album qu'on a édité. Donc c'est un peu pour lui qu'on est devenu éditeur livre, éditeur musique, et distributeur salle, puisqu'on s'est mis en tête aussi de sortir en salle sa tétralogie. Je vous montre la bande-annonce. J'espère qu'on a... Oui, on va prendre le temps. Donc voilà, typiquement du live, de la 2D, de la 3D, des acteurs, tout ça mélangé. On se demandait vraiment souvent, et même à chacun de ces films, comment c'était fait, quoi. Donc son dernier cours, qui compose le 4e volet de la tétralogie, Rerun, sera montré ce soir dans le programme. Donc on avait préparé tous ces beaux objets, même un vinyle. Donc mars 2020, tout allait sortir quand arrive le Covid. Donc tout ça est un peu tombé à l'eau. Ça a été un peu il a fallu faire le deuil du deuil. C'était un petit peu un moment triste et en plus le Covid par-dessus tout ça. Et pendant le Covid, je le mets en illustration, on finalise un film en mars 2020, donc qui a été démarré plus d'1 an avant, qui est parfaitement en phase avec ce que vit la planète en confinement. Donc c'est un monde où les humains ont disparu, et quelques objets mécaniques qui continuent à vivre leur vie sans nous. Donc pas mal d'espaces vides. Un film très Covid. Et d'ailleurs, finalisé, donc le réalisateur qui a animé tout seul, on a fait je pense que on a fait le film sans que lui ne voie aucun des techniciens ensuite en son, en mixage, etc. Le film est allé à Annecy, qui se déroulait sous Covid, et a eu un prix sous Covid online.
Donc voilà, film très mélancolique. Pour clore ce petit passage un peu triste, un autre grande rencontre et grande collaboration avec Alberto Vasquez. Le premier court Unicorn Blood vu en festival, on l'a pris en distribution. Et on a coproduit ensuite Decorado et Homeless Home. Homeless Home également terminé et primé sous Covid à Annecy en 2020. Et ce soir, qu'on verra ce soir, Decorado, mon ami, il me semble, ou Homeless Home, je ne sais plus. Homeless Home, et avec qui on a coproduit d'abord coproduction plus financière. On n'a pas fabriqué son premier long métrage, Psychonautas, et son deuxième long, c'est notre première production déléguée, où on a fabriqué quasiment la moitié, donc Unicorn Wars, terminé en 2022, présenté à Annecy en 2022. Premier long métrage entièrement réalisé sous Blender Grease Pencil, donc le module 2D de Blender, dont on parlera sans doute aussi Mario cet après-midi, avec les licornes qui ont été faites en 3D, avec un système aussi développé par notre studio de conversion de la 3D en objet 2D. Donc toutes les licornes du film sont à la base en 3D et tout le reste est en 2D Grease Pencil, donc fabriqué entre l'Espagne et la France. Et je voulais juste finir sur un film de Nieto, donc pour boucler la boucle, Carlitopolis, un des premiers films sur lesquels on a travaillé. Et le diptyque Swallows Universe et Hume qu'on montrera ce soir dans la projection. Encore une fois, très représentatif je pense, de l'ADN aussi, du mélange et du food track, du chelou. Swallows Universe. Voilà. On va finir là-dessus, puisque malgré l'avance, on a un petit peu débordé. Donc s'il y a des questions, vous avez 10 minutes, plus 5 minutes pour aller fumer une clope ou faire pipi avant la présentation de Nina sur la distribution. Donc voilà, on n'a pas beaucoup parlé du système de financement, etc. Mais vous avez un aperçu un peu de ce qu'on a pu faire ces 24 dernières années. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nicolas. Avez-vous donc des questions, des demandes de précision suite à la présentation qui vient de vous être faite? N'hésitez pas à lever la main. Peut-être que je vais revenir alors dans ce cas-là sur un vocabulaire que vous avez utilisé à plusieurs reprises pour décrire ce que vous faisiez. Trash, engagé, politique, sexy. Comment ça évolue avec le temps, puisque peut-être que les diffuseurs, les distributeurs, le public aussi a changé sur ces questions-là entre. Alors Flèche, déjà à l'époque, c'était touchy, mais ça a quand même été financé par le CNC et on ne leur a pas caché ce qu'on voulait faire. Canal l'avait préacheté et diffusé. Ça a eu plein de prix en festival. C'était en compète à la Mostra de Venise. C'était fait pour provoquer des débats et ça on a provoqué un peu partout, mais beaucoup en France. On disait on n'a pas le droit de faire ça. Il y a eu des morts dans les Twin Towers et tout. On n'avait pas le droit de jouer avec ça. Mais on l'a présenté aux États-Unis dans un festival qui s'appelle Resfest, juste de nouvelles images, en 2005, à côté de Ground Zero. Ils n'ont pas du tout réagi comme les Français. Pour eux, ça a été assez. On va forcer à quitter. Ça a été assez cathartique et ils nous ont beaucoup. Ça a été un moment finalement assez émouvant. Mais c'est vrai que ce film-là, par exemple, on l'a mis sur YouTube et on s'est fait ban notre chaîne en fait. C'est-à-dire que YouTube a fermé notre chaîne et il nous a dit plus jamais vous avez le droit d'ouvrir une chaîne sur YouTube. Et à l'époque, on avait quelqu'un qui nous aidait pour la diffusion sur YouTube et il a réussi. On a fait des courriers, on a montré, regardez, le CNC, une institution française, Canal+, etc. C'est un film artistique. Bref, on a réussi à récupérer notre chaîne YouTube, mais on ne met plus le film dessus. Donc oui, il y a certains films qui aujourd'hui ne pourraient plus être financés. Et il y a d'autres films, bizarrement non, mais qui ont l'air beaucoup plus anodins ou pas, en tout cas pas malveillants à première vue, comme Panique au village. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, en stop motion. Film en stop motion, d'abord une série, puis un long métrage, puis on a fait 4 spéciaux avec la société qui s'appelle Panique. Donc cow-boy, indien, cheval, c'est pour tous les âges, c'est très rigolo, très belge. Et en fait, depuis le dernier spécial télé, on arrive à le financer entre la France et la Belgique, mais on n'arrive plus trop à le vendre à l'international parce qu'on ne peut plus représenter indien comme ça.
Donc il y a l'aspect représentation, même si dans la série, dans les spéciaux, ce sont des jouets. Ce sont des enfants, ils sont amis, cow-boys indiens. Il y a pas de, voilà, on stigmatise pas une communauté, mais on nous dit que c'est plus possible de montrer et de nommer indien comme ça. C'est-à-dire qu'au Canada, ils nous disent, on dit plus indien, on dit Native American, mais c'est vrai que c'est compliqué. Hey cowboy, hey Native American. Donc c'est du coup là, on est en train de produire le dernier Panique. Ça sera le dernier spécial. Il va être un peu plus long, 30 minutes. Et vous voyez tout ce que je fais en fait. Hein. J'essaye d'ouvrir la prochaine présentation quand même, voir si ça marche. Et voilà, donc, mais on continue quand même à faire des trucs un peu chelous, quoi. Enfin, il y a encore des gens dans les chaînes et dans les commissions qui aident quand même ce type de film, mais c'est vrai qu'entre aujourd'hui, déjà, nous, le problème... Enfin, on est comme des éternels débutants, c'est-à-dire qu'on doit, même après 24 ans d'existence et une centaine de films et des prix machin, on doit faire nos preuves à chaque fois au CNC, dans les commissions, etc. Et c'est compliqué parce qu'il y a de plus en plus de films produits, il y a de plus en plus de compétitivité, plus de boîtes qui en font, plus de boîtes qui font plus de films, des boîtes qui viennent du live, qui font de l'anime, et toujours pas plus d'argent en fait. Donc aujourd'hui, il y a 3 fois plus de films soutenus par le CNC qu'il y a 10 ans, mais c'est une ligne budgétaire qui est constante, voire en baisse. Donc ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui de produire des courts-métrages, qui est un peu quand même le dernier espace de liberté, parce que non seulement aujourd'hui c'est plus compliqué de faire des courts-métrages un peu comme ça, mais c'est impossible à faire en série et en long, quoi. Donc si en plus le court-métrage qui est cet espace un peu de liberté commence à se réduire, c'est voilà, le combat dont on parlait tout à l'heure devient de plus en plus difficile. Est-ce que vous avez une question? Oui, il y a une question au milieu. Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais voulu connaître la place de la musique. Je suis là. J'aurais voulu connaître la place de la musique dans le processus créatif. On avait parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est au début. Ça dépend de chaque projet et de chaque réalisateur, mais c'est vrai qu'elle est surtout sur des films qui sont souvent sans dialogue, elle est hyper importante. Souvent, en tout cas au début, ça arrivait quasiment systématiquement qu'un réalisateur soit déjà attaché à un compositeur, enfin, qui vienne avec déjà une idée de la bande son en tête, et c'est souvent des duos. Donato Sansone travaille quasiment que avec Enrico Ascoli, qui fait une bande son qui mêle à la fois du sound design et de la musique. Édouard Salier, il a beaucoup travaillé avec Dr L, qui est à la fois producteur et multi-instrumentiste de musique, qui a bossé dans le rap et qui fait aussi du jazz, et voilà, qui compose. Et Édouard Salier lui faisait ses clips, et Dr L lui faisait sa musique. Il y avait souvent eu des va-et-vient. Le cas de Rosto, il est hyper emblématique, c'est-à-dire qu'il créait tout en même temps, quoi. C'est-à-dire que ces musiques de son album qu'il n'a jamais sorti inspiraient des histoires. Il écrivait les histoires, ce n'était pas des clips de ses musiques, il écrivait des histoires à partir de son univers musical, et il retravaillait la musique pour en faire la bande-son du film. Donc c'était même plus la musique qui avait inspiré l'histoire. Parfois il enlevait complètement les paroles, donc c'était vraiment souvent très liés. Et il est arrivé quelques fois où quand même des réalisateurs ou des réalisatrices viennent nous voir, ou un projet, et n'ont pas de musicien ou de musicienne attaché, quoi. Et du coup, on fait un brainstorming pour voir qui serait le plus adapté. Et voilà, souvent, ça nous arrive de demander un test. Mais très, très souvent, c'est des duos. Une autre question? Alors peut-être qu'on va terminer sur la question de l'innovation aussi, que vous avez évoqué dès le début, en disant que ça fait partie également de l'ADN de votre société de production. Ça veut dire quoi, innover encore aujourd'hui, après 24 années à innover, expérimenter, à essayer de nouvelles choses? Comment ce verbe-là, il continue à vous habiter aujourd'hui? Alors, heureusement, c'est pas moi, parce que moi, je ne sais pas innover, ni techniquement, ni narrativement, ni visuellement. Donc, on travaille avec des auteurs et des autrices qui ont des envies d'innovation. Après, quand on fait Panique au village, on n'innove pas.
Voilà, c'est un peu un des contre-exemples où c'est de la stop motion, c'est un peu les mêmes personnages, ils racontent de nouvelles histoires, mais alors si parfois ils tentent des choses qu'ils tentaient pas avant, des gros plans, des trucs, donc des fois on fait un peu de 3D dedans quand ils n'arrivent pas à faire des choses sur le tournage, mais c'est plus sur les courts-métrages où il y a de l'innovation. Nieto par exemple, de son premier à son dernier film, il tente des trucs nouveaux et c'est ce qui nous excite, et je pense que ce qui excite aussi du coup les commissions, parce qu'elles nous aident, et les chaînes et les spectateurs quand ils voient les films, c'est qu'on se demande comment c'est foutu, quoi. Et même encore aujourd'hui, c'est encore possible en mélangeant. Voilà. Après, il y a l'innovation purement technique qui est de créer des outils, et notamment grâce à notre équipe de développeurs sur Blender, de créer des outils pour faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. On pouvait faire avant, ça existait la 3D rendu 2D, mais là, parce qu'il y a eu la création en 2020 d'un module 2D, d'animation 2D dans Blender, on a pu créer des liens entre la 2D et la 3D qui n'existaient pas avant. Et du coup, avoir déjà dans la même scène, pouvoir avoir l'animation d'une licorne en 3D avec un nounours en 2D qui le chevauche avec un contact, sans créer une usine à gaz de plusieurs logiciels pour assembler tout ça, mais aussi de se dire, plutôt que de faire une licorne en 3D rendu 2D, c'est l'exporter et la réimporter avec un système ingénieux que je ne saurais décrire, mais qui s'appelle le GP Trace. La licorne devient un objet 2D plat qu'on peut retoucher comme si ça avait été animé en 2D, et dont tout le post-process est ensuite de la 2D. Et là, encore une fois, par exemple, sur une Waves, un long métrage qui se passe dans le milieu du surf, où là, le challenge, c'est qu'il y a 200 plans d'eau, de vagues dans tous ces états. Ils n'avaient pas le budget pour faire le film en 2D, et faire de l'eau en 2D, c'est très cher et très long. Ils voulaient un rendu graphique, donc pour eux, pour des raisons économiques et esthétiques, ils ne voulaient pas faire de la simulation physique de l'eau. Donc ils nous ont demandé, on a dû développer pendant 4, 5, 6 mois un système d'eau paramétrable que l'animateur pouvait animer. Il animait sa vague, sa planche de surf et son personnage en même temps, avec un rendu qui quasiment a eu même pas 1 minute l'image, un rendu très très rapide par rapport à ce qu'est le temps de calcul d'une simulation physique, et un rendu, un aspect 2D. Et ça a été c'est une innovation technologique, ça n'existait pas avant dans aucun logiciel, et on a maintenant un système pour faire de l'eau. Si vous connaissez des gens qui font des films avec de l'eau, envoyez-les nous. James Cameron, mais je crois qu'il l'a déjà fait. Ouais, mais lui, c'est quand même plus réaliste. Vous allez voir quelques images à la présentation de Mario à 15h30. Donc ça, c'est avec vraiment un look 2D, quoi. Merci. Donc on continue, on essaye en tout cas, et c'est ça aussi qui maintient la flamme active, de ne pas tout le temps se répéter, quoi.